Michel Cantu, vous avez l'habitude de l'urgence. Vous parlez de Jérôme Cahuzac, vous avez dirigé le Fonds monétaire international pendant plus de 12 ans et avec des périodes particulièrement tendues, notamment en Asie. Je voudrais avoir votre regard, je dirais presque d'observateur extérieur, d'observateur habitué à supposer les choses à l'échelon mondial sur ce qui se passe en Europe et dans la zone euro. Et peut-être en partant de ce que disait Jérôme Cahuzac, ce n'est pas une crise de l'euro. Merci. Merci. Et merci, Monsieur le Président, de cette invitation qui m'honore et qui me réjouit. C'est une position bien confortable que vous me donnez en étant un peu l'observateur extérieur ici. Je vais en abuser. Mais ne me demandez pas tout de même d'être The Economist, parce que je me sens un Européen de cœur et de raison, et donc j'aurais beaucoup de mal à continuer la chronique d'un échec annoncé qui nous développe depuis si longtemps. Je dois dire que pendant les 13 années que j'ai passées à Washington, je me suis souvent confronté à ce scepticisme à l'égard de l'Europe. Et je me suis demandé d'où il venait. Et peut-être que, pour vous distraire un instant, parce que jusqu'à présent nous avons été sur les signes, véritablement les signes glacés des décisions à prendre, je voudrais vous raconter une anecdote qui vient évidemment de la préhistoire de l'euro. Et bien, Madame Lagarde va bien réaliser de quoi il s'agit. C'était une réunion du G7 à Washington, j'ai vérifié cet après-midi, le 25 avril 1996. C'était le printemps à Washington, Cherry Blossom, réunion à Blair House, et la liturgie habituelle des réunions du G7, les ministres sont là avec les gouverneurs et les directeurs du Trésor, et pendant qu'on s'installe, on demande au directeur du FMI qui est là, si possible en vitesse, de dire quelle est la situation mondiale, mais pas trop longtemps. Hein. Le directeur du FMI de l'époque fait son travail d'une voix monocorde, et à ce moment-là, Bob Rubin, secrétaire au Trésor des États-Unis, qui présidait, dit « Bon, ok, tout ça, ça va, très bien, bravo, très bon exposé, donc on a vu très très clair. Mais maintenant, moi je suis ici avec Alan Greenspan, je voudrais, vous les Européens, le Japonais était tranquille dans son coin, vous les Européens, vous poser une question. Vous nous parlez depuis quelque temps de construire une monnaie unique. Alors on comprend que politiquement, ça soit intéressant pour vous, etc. Mais une monnaie unique, allez, il n'a pas dit ça comme ça, mais le sens était « mettez-vous à table et dites-nous un peu ce que vous allez faire ». Quel est celui d'entre vous qui veut parler? Et disant ça, il se tournait sur Titmayer. Pardon, qui plonge dans son dossier. Puis, les autres Européens se regardent, embarrassés. L'un d'entre eux me regarde, je plonge dans mon dossier, et à ce moment-là, le chancelier de l'échiquier, qui avait décidé évidemment qu'il ne serait pas de cette expédition qui ne s'appelait pas encore l'euro, qui allait s'appeler l'euro, dit « Écoutez, vous voyez que mes collègues européens ici sont peut-être un peu surpris par votre question, je vais répondre à leur place. Je suis familier de leurs travaux. Je les vois faire. Je les vois travailler. Je les vois mettre les bouchées doubles. Je vois l'Italie et la France faire l'impossible. Ce que la Commission, évidemment, n'arrivait pas à les convaincre de faire, ils le font maintenant. Et je vous dis que l'euro, la monnaie unique, va exister. Alors évidemment, à ce moment-là, tous les autres Européens sont sortis du bois et ont dit « on vous jure que c'est vrai ». Et finalement, le G7 s'est appelé. Ça n'est tenu là, pour cette fois.
je vous dis ça parce que le scepticisme auquel nous assistons et dont nous souffrons tous les jours vient aussi d'une formidable admiration pour la performance que nos pays ont remplie. Personne ne croyait qu'on pouvait construire de but en blanc, une monnaie aujourd'hui dans le monde que nous connaissons. Et donc, même après le démarrage qui a été brillant et remarquable, même après que l'euro ait commencé à prendre dans les réserves de change du monde des parts de plus en plus importantes, le scepticisme reste, et à chaque crise, il y a toujours quelqu'un pour penser que ce coup-ci, l'euro va passer par-dessus bord. Et voilà ce qui sera avec nous longtemps, parce qu'en effet, ce que font les Européens aujourd'hui est totalement hors du commun, n'est pas encore rentré dans la littérature économique, n'est en aucune manière rentré dans la représentation collective, et donc c'est quelque chose qui va rester comme fragile, et peut-être quelque chose à quoi on ne tient pas tellement, une fantaisie passagère de l'Europe. Voilà, je voulais vous dire ça, pour vous dire que, pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout sceptique, et ayant un peu digressé par rapport à ce que vous attendiez de moi, je vais maintenant, de mon point de vue extérieur, vous dire les 4 remarques que j'aimerais faire au début de cette discussion. Première remarque, et je crois que là je la partage entièrement avec Madame Lagarde et Monsieur Cahuzac, ceci n'est pas une crise de l'euro. L'euro est solide, l'euro traversera cette turbulence, mais oui, c'est une crise du pilier qui n'est pas assez solide encore, c'est une crise du pilier budgétaire de l'euro, c'est une crise, comme on dit sur les marchés, du souverain. Premier point. Deuxième point, à cette crise du souverain, l'Europe a réagi avec les stratégies qu'il fallait. Certainement, en se chamaillant, chacun jouant son rôle, les uns traînant les pieds, d'autres étant plus imaginatifs que d'autres. Bref, finalement, l'Europe a réagi, et a réagi d'une manière qui est, à mon avis, et là peut-être je dis un tout petit peu de M. Cahuzac, à la mesure de ce qui était aujourd'hui à la fois possible et probablement nécessaire, si l'on fait l'hypothèse qui est la seule que l'on puisse faire, que les pays fassent de leur côté l'effort d'ajustement qui leur revient. Et cet effort est héroïque, parce qu'évidemment, il a été entrepris trop tard, et ce qu'ont fait et la Grèce et le Portugal, ce qu'ils sont en train de faire, est d'une ampleur, elle aussi, inusitée. Et ce que préventivement les Espagnols font, après que les Portugais de leur côté aient fait aussi ce qu'ils devaient, ce que font les Espagnols, après avoir longtemps été dans le déni, il faut bien le reconnaître, est tout à fait considérable et devrait normalement, si cet effort est continué, nous conduire à un apaisement de la crise. Nous sommes en présence, et là je rejoins tout à fait monsieur Cahuzac, de quelque chose qui n'est pas si rare, une formidable erreur des marchés. Les marchés n'ont pas réalisé encore ce qu'il y a de détermination commune de l'Europe derrière sa monnaie et derrière ce désir de construire ensemble quelque chose. Il arrive que les marchés se trompent et ils ont peine à le reconnaître, mais en général, la persévérance des agences économiques finit par les convaincre. Donc, nous avons une crise qui n'est pas celle de l'euro, mais qui est celle des souverains, en face de laquelle il y a une stratégie, à mon avis, à la mesure du problème. Alors, est-ce que nous nous sommes trompés en acceptant de discuter de l'année 2011 comme une année critique? Je pense que si cette année est critique,
c'est parce qu'elle est la première année d'une décennie critique. Parce que tout le problème est là. C'est le problème que nous avons en face de nous en Europe, ce n'est pas, en effet, l'ajustement aux événements que nous traversons. C'est le fait que nous sortons de la crise en situation d'endettement et de dégradation des comptes budgétaires tels que nous allons devoir continuer cet effort longtemps et dans des conditions en général adverses, en particulier de remontée probable des taux d'intérêt avec à long terme, avec une accumulation par ailleurs de tâches nouvelles tout à fait importantes. Comment y faire face? Je serai tout prêt à y répondre tout à l'heure, mais je vois que j'ai déjà trop parlé.